Voilà, de retour sur le plateau, donc pour des choses pratiques. Comment est-ce que cette prévention, comment ces modes de vie, on peut faire des choses bonnes pour notre santé? C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Vous êtes toujours invité, bien évidemment, à poser des questions. Comme vous l'avez vu, vous mettez votre nom, on les pose vraiment en direct. Et nous allons accueillir avec extrême grand plaisir, je ne sais pas comment dire plus superlatif, Tony Estanguet. Tony Estanguet, vous le connaissez, c'est un champion de haut niveau puisqu'il a été triple champion olympique en canoë, monoplace, slalom et également 3 fois médaillé d'or dans ces 3... et champion du monde, pardon, 3 fois champion du monde, pardon Tony Estanguet, je dis des bêtises. Donc triple champion olympique, triple champion du monde, voilà, vous êtes dans les triples. Et aujourd'hui, vous êtes connu bien évidemment pour être le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. On sait votre emploi du temps particulièrement chargé et on peut le comprendre. Merci de nous accorder quelques instants pour partager avec vous. Tout d'abord, comment s'est passée cette conversion? Parce que c'est vrai qu'être un sportif de très haut niveau, c'est après une période un peu difficile. Est-ce que pour vous, vous êtes replongé dans la vie active de façon simple? Et comment vous êtes arrivé à cette notion de dire qu'en fin de compte, je vais être un ambassadeur de l'activité physique? Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Écoutez, pour répondre à cette première question, moi je me suis lancé dans cette reconversion avec beaucoup d'envie. C'est vrai que j'ai eu cette chance de vivre une aventure sportive absolument incroyable, exceptionnelle, de partager, de vivre ces 4 Olympiades pendant 20 ans de sport de haut niveau. Le sport de haut niveau m'a énormément apporté finalement. Je me suis construit grâce à cela et je suis devenu qui je suis beaucoup grâce au sport. Je crois que c'est l'une des plus belles écoles de la vie. Donc, c'est vrai qu'à la fin de ma dernière Olympiade, après les Jeux de Londres, j'avais très envie malgré tout de me lancer un nouveau défi, de rebondir, de continuer à rester connecté au sport, parce que c'est vrai que c'est encore une fois, c'est ma vie et je sais ce que le sport m'a apporté. J'avais envie de pouvoir partager ça avec plus de monde et notamment plus de Français, parce que je crois aussi que on peut faire mieux dans ce pays. Je crois qu'on peut mieux utiliser la pratique de l'activité physique et du sport à tous les âges de la vie. Et c'est donc avec beaucoup d'appétit et d'envie que je me suis lancé dans cette reconversion. Alors justement, le mot d'ordre des Jeux Olympiques, on l'a bien compris, c'est qu'on va en profiter pour que tout le monde comprenne qu'il faut bouger. Alors pas juste au moment des Jeux Olympiques, mais dans toute la période de préparation, et c'est un petit peu votre objectif. Et en particulier, vous ciblez les jeunes. Alors pourquoi les jeunes ? Alors effectivement, on va organiser le plus grand événement sportif que la France n'ait jamais organisé. Paris 2024, c'est accueillir 15 000 athlètes de 200 pays. On va être regardé par 4 milliards de personnes. C'est une formidable opportunité de valoriser les émotions du sport, de donner envie de faire du sport. Moi, quand j'étais jeune, j'ai d'abord rêvé en tant que téléspectateur et les champions pendant Roland-Garros me donnait envie d'essayer le tennis. Pendant le Tour de France, j'avais envie de faire du vélo. Et puis pendant les Jeux Olympiques, j'ai eu envie de me lancer effectivement dans un sport olympique. Donc, je crois que ces événements-là ont un rôle à jouer, d'abord pour inspirer, pour faire rêver, pour donner envie de faire du sport. Au-delà de ça, Paris 2024 a eu envie effectivement d'apporter aussi sa contribution face à un défi majeur aujourd'hui qui est celui de la sédentarité. On est nous convaincus qu'aujourd'hui notre pays, encore une fois, peut renforcer la place de l'activité physique pour lutter contre cette sédentarité. Et donc on a souhaité mettre en place une vraie stratégie au sein de notre enjeu d'héritage Paris 2024. Pour nous, l'héritage de Paris 2024 ne va pas se mesurer en nombre d'infrastructures matérielles. On va espérer que les conditions techniques s'améliorent. C'est de lutter contre cette sédentarité. Pardon. Vous êtes un petit peu Robocop. La connexion est un tout petit peu instable, comme on dit, mais ça, c'est les joies du direct, bien évidemment. Allons-y, peut-être que c'est revenu. Désolé. C'est mieux là ? Allons-y. Vous m'entendez ? Voilà, très bien. Oui, alors, je vous disais, pour nous, l'enjeu principal, c'est de laisser un héritage immatériel en renforçant la place du sport dans notre société, notamment pour lutter contre ce défi de la sédentarité, pour avoir une société française plus active. Et alors, pour nous, cette société plus active, ça se joue sur plusieurs terrains de jeu, entre guillemets. Effectivement, chez les jeunes, c'est notre cible principale, entre guillemets, parce que c'est déjà à cet âge-là que beaucoup de choses se jouent, et notamment avant l'entrée au collège,
On pense qu'il faut que les jeunes de notre pays aient reçu le goût de la pratique physique, le goût du sport, l'envie de bouger plus. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a appelé notre stratégie en matière de lutte contre la sédentarité, bouger plus à tous les âges de la vie. Et donc, on a mis en place une vraie stratégie avec l'éducation nationale pour faire bouger les élèves, mettre en place une mesure de 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ce sont des mesures qui ont été décidées, encore une fois aussi, avec un collectif de médecins que je tiens à saluer. Je sais que François Carré était votre invité il y a quelques minutes et il fait partie de notre comité pour une France en forme, composé de scientifiques et de médecins qui nous accompagnent justement pour identifier les bons contenus et le bon positionnement de notre stratégie pour lutter contre la sédentarité. Donc, on a un enjeu dans les écoles pour que les jeunes puissent faire plus de sport et qu'on leur donne envie de faire plus de sport. On a un enjeu aussi de mobiliser l'ensemble des collectivités locales. Et là-dessus, on a développé un label, un programme qui s'appelle Terre de Jeux 2024. Et à date, on a 1300 collectivités locales qui sont associées à Paris 2024 pour justement faire rayonner ce programme et ces différentes initiatives. Alors là aussi, on a un certain nombre d'idées pour inciter à la pratique du sport dans l'espace public de manière gratuite, proposer des moments de partage de l'activité physique avec des petits événements, avec de la rénovation et de l'aménagement du mobilier sport urbain pour le transformer un peu en espace de pratique physique à moindre coût. Donc, trouver des solutions pour faciliter encore une fois la pratique de l'activité physique en milieu urbain avec nos collectivités Terre de Jeux 2024. Et puis, le monde de l'entreprise, c'est aussi un défi majeur. On sait que la pratique du sport, c'est à tous les âges de la vie. Et donc, avec les partenaires de Paris 2024, toutes ces grandes entreprises ou petites entreprises qui ont envie de rejoindre cette aventure des Jeux, voir aussi comment on propose aux salariés des moments dans la journée où on peut bouger et avoir un minimum d'activité physique quotidienne. Donc, c'est un enjeu pour nous. On a envie de contribuer avec humilité, certes, mais on pense que même en tant qu'organisateur d'événements sportifs, on a un rôle à jouer pour être un facilitateur et en tous les cas, vous redire qu'on est bien évidemment ravis de travailler avec celles et ceux qui ont envie de lutter contre cette sédentarité et d'utiliser le sport pour trouver des solutions. C'est un très très beau message, c'est une très très belle mission. Donc ça veut dire quand même qu'en fin de compte, les bonnes habitudes, ça se prend le plus tôt possible dans la vie ? Nous, c'est notre conviction qu'il est toujours plus difficile de se mettre à l'activité physique quand on arrive à l'âge adulte. Alors, il n'est jamais trop tard. Hein. Il faut toujours se dire que c'est possible de pratiquer le sport et l'activité physique, mais c'est vrai que quand on a pris le goût et l'habitude de se déplacer un peu plus à pied, de faire un petit peu de déplacement, y compris en milieu urbain, plutôt que de tout faire en voiture, on a envie effectivement que ces jeunes, dès le plus jeune âge, comprennent que l'activité physique, c'est tous les jours. C'est pour ça que cette mesure un peu symbolique de 30 minutes d'activité physique par jour, pour nous, c'est un message très fort qui est envoyé à la jeunesse que pendant toute leur vie, il faudra qu'ils consacrent un petit peu de temps à cette pratique physique. Et vous avez encore le temps de faire de l'activité physique et du sport? Qu'est-ce que vous faites? Alors écoutez, dans Paris, je me déplace en vélo. Voilà. Donc déjà, ça me permet de faire un minimum d'activité physique. Et puis après, j'ai 3 garçons. Et donc le week-end, je fais aussi pas mal de sport. Animateur sportif le week-end. Merci Denis Estanguet, vous restez avec nous, vous nous accordez encore quelques minutes. Nous allons dans quelques instants accueillir le docteur Alexandre Fels, qui est médecin généraliste et adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé et qui a initié il y a 8 ans cette action de sport santé. Mais juste avant, je voudrais demander à Laure Guérou-Acola qui nous a rejoint, qui est la fondatrice de l'association Patients en réseau. En fin de compte, on voit bien que là, il y a une notion de prise de conscience, que c'est vraiment le mot important et qu'une fois qu'on a fait cette prise de conscience, on peut aller plus avant. Alors, vous vous occupez plutôt de patients qui sont malades, entre guillemets, ou qui ont des maladies chroniques, mais en fin de compte, cette prise de conscience est la même quand on est jeune ou quand on est plus âgé ou quand on est malade? Mais je crois que c'est une réflexion très intéressante. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, finalement, un problème de santé, donc avec notre association, on accompagne des patients qui ont des cancers du sein, du poumon,
gynéco ou colorectal, en fait, ce souci de santé, ce diagnostic qui vous tombe dessus, c'est parfois aussi l'occasion de regarder comment je m'occupe de ma santé au quotidien et qu'est-ce que je peux faire, notamment pour faire face au traitement, mais pour que ça aille mieux. Et puis, après les traitements ou pendant les traitements, comment je peux contribuer à me sentir mieux. Et c'est donc souvent l'occasion de se remettre à bouger, parce qu'il faut quand même dire que quand on est petit, il y a des cours de sport à l'école. Et puis souvent, quand on fait des études, il n'y a plus de cours de sport obligatoires. Et puis après, il faut travailler. Après, on a des enfants ou autres. Et du coup, on n'a plus forcément tellement le temps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'habitude d'avoir du temps pour bouger, par exemple. Donc, parfois, la maladie, c'est aussi l'occasion d'être aidé à reprendre une activité. Et ça, c'est essentiel. Et idéalement, de la poursuivre. Et de la même façon, d'être aidé à mieux s'alimenter, parce que parfois, on a pris l'habitude de prendre du tout fait parce qu'on n'avait pas le temps. Et cette idée de reprendre du temps pour sa santé peut arriver aussi avec un accident, on va dire, de santé. Voilà, on va retrouver tout à l'heure également vos autres invités. Je vous présente avec plaisir le docteur Alain Toledano, qui est oncologue, radiothérapeute, et qui est le cofondateur de l'Institut Raphaël. Il nous précisera tout à l'heure cet institut qui est vraiment quelque chose de concret, c'est-à-dire comment des patients cancéreux, on peut leur proposer tout le reste, tout ce qui fait qu'en fin de compte, non seulement la chimiothérapie sera plus efficace, mais la qualité de vie sera probablement meilleure. Également, le professeur Alexandre Mignon, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin. Vous êtes fondateur de Pandemia. Alors au bout, c'est IA comme intelligence artificielle, ne confondons pas. Et vous nous raconterez, vous êtes un grand spécialiste du numérique médical, du numérique santé. Vous nous apporterez des informations sur en quoi ce numérique peut nous aider à faire de la prévention et puis à garder ces outils de prévention. Mais tout de suite, nous démarrons avec Alexandre Fels. Merci là aussi de vous être libéré quelques instants avec nous. Premier élément, racontez-nous un petit peu ce parcours du combattant qui a été d'imposer en quelque sorte cette notion de sport-santé. Je disais tout à l'heure qu'en effet, avec François Carrier, nous partagions l'idée de dire activité physique-santé plutôt que sport depuis 8 ans dans la bonne ville de Strasbourg. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne ? D'abord, bonjour à toutes et tous, et notamment à Tony Estanguet. Je voudrais juste en introduction dire que l'activité physique et sportive, c'est ça dont il est question. Le sport santé, c'est un élément de communication très fort, mais c'est bien sûr de l'activité physique régulière et modérée, est un médicament de prévention, et donc bien sûr, je soutiens Bouger Plus dans le cadre du COJO, et je rappelle que même si les élus, bien sûr, au sport, dans ce qu'on appelle l'ANDES, participent, on est toujours disponible, les élus à la santé, notamment des villes santé de l'OMS, pour participer à ce travail dans les territoires. C'est une vraie possibilité de faire ce qu'on appelle de la prévention primaire pour toutes et tous, notamment les enfants. Et le Covid nous a rendus plus sédentaires, notamment les jeunes, notamment les adolescents. Et cette urgence à faire bouger la nation est encore plus importante actuellement. Alors, sport santé sur ordonnance, c'est le sport pour les malades. C'est lorsque, malheureusement, les gens sont porteurs de maladies, d'obésité, de diabète, de cancer, de problèmes respiratoires. Et donc, toutes les études ont montré leur efficacité. Et donc, Strasbourg a lancé en 2012 le sport santé sur ordonnance. C'était pas évident, parce que c'était quelque chose qui venait d'être mis dans l'espace public. Aujourd'hui, de nombreux réseaux, des villes santé de l'OMS ont mis en place ces actions. C'est une loi qui permet la prescription. Et donc à Strasbourg, plus de 400 médecins généralistes, plus de 3000 patients sont aujourd'hui en mouvement grâce à la prescription, avec des éducateurs sportifs, municipaux, sport santé qui les accompagnent au quotidien, donc diabétique, hypertension, cancer, qui est l'activité physique est un médicament de prévention pour le cancer, mais aussi de prévention des récidives, notamment du cancer du sein et du cancer colorectal. Et donc aujourd'hui, on a ouvert d'ailleurs il y a quelques jours à Strasbourg le sport santé pour les syndromes persistants post-Covid et pour les soignants en difficulté psychologique, angoisse, dépression. François Carré l'a rappelé, le premier médicament de la dépression légère, c'est l'activité physique. Donc on a ouvert cette prescription il y a quelques jours en temps de Covid aux soignants en burn-out, en dépression, en anxiété. Il y a une grosse tension chez les soignants aujourd'hui. L'activité physique est difficile. Les différentes restrictions liées à la crise sanitaire font qu'il est très difficile d'organiser son activité physique aujourd'hui, même si heureusement ça s'est un peu élargi là aux 3 heures
et aux 20 km. Mais globalement, si vous voulez, le confinement, la crise Covid a aggravé l'état de santé de la population, notamment chez les diabétiques, les hypertendus, qui ont aujourd'hui des grosses décompensations. Et donc, bien sûr, il y a l'alimentation, vous en avez parlé tout à l'heure, avec le microbiote, mais l'activité physique est un médicament indispensable à cela. Voilà, donc on est bien convaincu en effet de cette chose-là, mais le problème du sport santé, c'est que s'il est passé dans la loi, si en fin de compte la prescription est encouragée, comment est-ce qu'on arrive à le faire sur le plan pratique avec quelque chose de très simple, c'est le modèle économique. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire traduire dans la vie de tous les jours, alors que le médecin prescrit, alors qu'il y a en effet les éducateurs sportifs, qui financent tout cela ? Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est les acteurs locaux. Donc, à Strasbourg, la ville de Strasbourg, le régime local d'assurance maladie, qui n'est pas l'assurance maladie, mais qui est un régime complémentaire solidaire spécifique à l'Alsace-Moselle. Bien sûr, l'agence régionale de santé, la direction régionale jeunesse et sport, tous les acteurs locaux, hôpitaux, structures, départements, régions, financent le sport santé à Strasbourg et ailleurs, ce qui permet la gratuité la première année, une tarification solidaire la deuxième et la troisième année. D'autres réseaux existent, mais il n'y a pas de prise en charge nationale. Alors les choses bougent un peu. Un amendement au projet de loi du financement de la sécurité sociale pourrait permettre que pour les diabétiques, il y ait une intervention nationale de la sécurité sociale pour la prise en charge de cette activité physique. Donc on va voir dans les semaines et les mois qui viennent comment cela est mis en application. Il est certain que le modèle économique aujourd'hui, il est dans la prise en charge par la sécurité sociale. Et à Strasbourg, on va aller plus avant dans un projet qui s'appelle le territoire de santé de demain, dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé avec un modèle qui s'appelle Optimedis, qui est en fait un modèle de santé intégré qui permet en fait de valoriser les gains pour la sécurité sociale et de les réinvestir sur la prévention. Donc à Strasbourg, nous allons organiser cela avec la sécurité sociale et l'agence régionale de santé, voir quel est le coût d'une personne malade chronique sans activité physique, intervenir par l'activité physique, mais aussi bien sûr sur l'alimentation, sur la question du tabac, l'alcool, des perturbateurs endocriniens, de la pollution, et ensuite ce gain qui sera calculé sera réinjecté dans la prévention. Voilà le modèle économique qu'il faut développer demain. C'est un modèle qui va être développé dans différents pays européens, qui a été expérimenté à Kinseltal, qui est une localité à côté de Strasbourg en Allemagne, où ils ont déjà ce modèle qui est tout à fait efficace et qui permet justement d'investir dans la prévention, puisque notre problème aujourd'hui, et vous le savez bien, chers confrères, c'est qu'on a un modèle qui est trop concentré sur le soin. Il faut parler à une logique de santé. Et donc, investir, c'est tout le sujet de votre conférence. Alexandre Fels, pardon, mais est-ce qu'on pourrait dire, en fin de compte, qu'on devrait aller vers la prescription d'un sport santé pour les bien portants ? Oui, bien sûr, le sport santé en prévention, on commence aussi à le faire. Je suis favorable à ce qu'on appelle les interventions brèves en sport santé, comme on fait les interventions brèves en tabac ou en alcool, à ce que les médecins posent 2-3 questions sur l'activité physique, la prescrivent et la recommandent pour tout le monde, et aussi d'ailleurs que ça soit dans le mode de rémunération des médecins, ce qu'on appelle la ROSP, le revenu d'objectif de santé publique, que le nombre de prescriptions, bien sûr pour les malades, mais aussi pour les bien portants, soit aussi un indicateur qui permette de valoriser l'engagement notamment des médecins généralistes sur la santé publique et sur l'activité physique. Voilà, on voit bien que ce modèle économique, pour l'instant, n'est pas stabilisé. On voit qu'il y a beaucoup d'appels à projets. Vous voyez, on a en direct, là, Aurélie Martin, de la Fondation de France, nous dit la Fondation de France s'implique. Elle fait un appel à projet dédié au sport santé pour les territoires fragiles et pour essayer d'intégrer l'activité physique ou sportive dans le parcours de soins des patients vivant en milieu rural ou en quartier prioritaire. Donc, ça veut dire que ça concerne bien évidemment aussi tous ces problèmes d'inégalité sociale, d'inégalité accès, et en particulier à l'activité physique. Je voudrais qu'on retrouve Tony Estanguet pour avoir ses réactions par rapport à ce modèle expérimental que certaines villes commencent en effet à prendre aussi et à développer. Tony Estanguet, c'est l'avenir, ce mariage entre, d'un côté, motiver les jeunes pour que ça devienne leur mode de vie pour ultérieurement, et puis en même temps faire partager aux personnes en maladie chronique d'avoir comme traitement un des médicaments étant l'activité physique.
Oui, bien sûr. Moi, déjà, je voudrais saluer Alexandre Fels et le féliciter parce que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre des élus s'approprier de cette manière, avec autant d'enthousiasme, ce défi collectif. Moi, je pense qu'effectivement, la solution, elle est à trouver avec la multiplicité d'acteurs. Je crois que tout le monde doit contribuer à trouver à construire la bonne solution. Je crois qu'on a tous une responsabilité sur ce sujet, que ce soit le mouvement sportif, qui doit peut-être faire aussi évoluer un peu ces formes de pratiques, les acteurs publics, les entreprises. Je crois que le modèle économique dont on parle là, c'est effectivement une nouvelle situation. Il faut qu'on s'adapte pour la co-construire. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. On voit bien, et malheureusement, cette crise sanitaire n'a fait que renforcer ce défi de la sédentarité, de lutte contre la sédentarité. Voilà. Nous, encore une fois, on a envie d'y contribuer, on débloque quelques moyens, on essaie aussi de fédérer des acteurs qui croient à ce dispositif et d'y contribuer à notre niveau. On a une force, entre guillemets, qu'on est ravi de mettre à disposition de tous ces acteurs engagés, que sont les Jeux. Ça reste un événement qui fait rêver, qui donne envie. Je me souviens d'une étude qui disait qu'un quart des jeunes se mettent à la pratique physique sportive à la suite d'un événement sportif auquel ils ont assisté. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai pouvoir déclencheur aussi de ces événements. Il ne faut pas opposer le sport de compétition et le sport loisir. On vient tous du sport loisir et c'est chouette aussi d'avoir comme locomotive et comme moyen inspirant ce sport de compétition. Donc on est tous ensemble. Je crois que nous aussi, organisateurs d'événements, il faut qu'on remette un peu en question les modèles précédents pour voir comment systématiquement un événement comme de cette nature-là implique et s'implique dans ce défi de laisser un héritage pour la population, trouver un nouveau modèle d'organisation avec l'héritage. Et donc voilà, le défi de la sédentarité, pour nous, il est très important. On a cette conviction que l'activité physique, le sport, doivent se pratiquer dès le plus jeune âge et effectivement doivent être un réflexe, entre guillemets, pour ce défi. Tony Estanguet, on vous garde encore quelques minutes. Je sais que dans 3-4 minutes, on vous libère, mais je voulais laisser la parole plutôt à Jean-Michel Le Serre. Une seconde simplement, parce que votre intervention est très intéressante. Moi, je me disais qu'à côté du sport organisé, il faut aussi promouvoir le sport inorganisé, c'est-à-dire le sport qui est un jeu. L'accès à des espaces de jeu pour les jeunes dans les villes, c'est extrêmement important. Des études ont montré que le sport inorganisé était plus efficace dans la prévention de l'obésité. Et donc, je crois que c'est important de considérer l'accès aux espaces de jeu. Et ça, c'est une première remarque. Deuxième, je suggère éventuellement qu'on remplace les CPAM par les CPAS, caisse primaire d'assurance santé, plutôt que caisse primaire d'assurance maladie. Ce serait peut-être un changement d'état d'esprit. Un petit clin d'œil pour nos responsables politiques. Voilà, Tony Estanguet, merci infiniment de nous avoir accordé ce temps. Et puis on va vous souhaiter surtout bon courage. Merci pour tout ce que vous allez faire pour la santé des Français et des Françaises. Mais surtout bon courage parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et j'espère que d'ici là, la Covid ne sera qu'un mauvais souvenir, ou du moins on aura appris à vivre comme avec la grippe. Tony Estanguet, merci infiniment. Merci à vous, merci à tous et félicitations encore. Voilà, donc, alors justement dans les questions, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, le médecin généraliste ne doit pas être oublié. Et le docteur Sarah Allonger, que vous connaissez peut-être sur les antennes et qui est installée en médecine générale, ainsi qu'Amandine Debray, nous disent, eh bien, nous, on organise des consultations de médecine préventive. La médecine préventive, ça peut aussi être le médecin généraliste. On peut faire des bilans de santé, mais on peut faire surtout des consultations d'information pour la promotion de la santé globale. Voilà, mais c'est important, c'est un des acteurs, bien évidemment, extrêmement important. On revient avec vous, Laure Guéroua-Colla. Donc, les associations de patients, en quoi elles peuvent intervenir pour aider à prendre conscience que les modes de vie vont avoir aussi un rôle à jouer sur le traitement et sur la façon dont on vit sa maladie?
Alors, je pense que les associations de patients, c'est vraiment un levier extrêmement important pour passer des messages de ce type-là. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'avec l'épidémie, avec le confinement, il y a eu une énorme mobilisation des associations, qu'elles soient de proximité ou au contraire, je dirais, d'envergure nationale, de façon à accompagner les patients. Parce qu'il faut quand même voir que, par exemple, en cancérologie, toutes ces propositions, qu'elles soient de l'ordre du diététique ou de l'activité physique, elles sont souvent proposées à travers ce qu'on appelle les soins de support. Or, les soins de support, c'est ce qui a été le plus arrêté pour des raisons sanitaires. Mais ça veut dire qu'en fait, depuis le printemps, on a beaucoup moins la possibilité d'accompagner les patients. Et finalement, c'est les associations qui se sont mobilisées pour inventer de nouvelles façons d'interagir avec les patients, et notamment à travers le numérique, en proposant, par exemple, des webinars, des ateliers en ligne. Et ça a permis de maintenir le lien, de lutter contre un isolement qui est quand même extrêmement important, particulièrement chez les patients, et de maintenir du lien social et de l'activité. Il y a eu des cours de danse, des cours de gymnastique, de sophrologie, etc., donc proposés par de nombreuses associations. Et nous, par exemple, sur nos réseaux sociaux, on a eu vraiment à cœur de faire connaître ces actions. Et puis, par exemple, on a aussi fait partager des initiatives comme les propositions de l'appli Kipling. En fait, Kipling, ça permettait quoi? Ça permettait aux personnes de faire des équipes entre malades et de se challenger pour bouger un minimum. Alors, pour certains, ils faisaient 10 fois le tour de leur salon à pied. Pour d'autres, ils faisaient le tour du jardin quand on était vraiment très, très confinés. Mais là, actuellement, il y a de nouveau un challenge de Noël. On a des équipes de patients dans toute la France qui marchent. Et sincèrement, ça me motive à sortir alors qu'il fait tout gris et que l'ambiance est quand même assez morose. Donc ces solutions-là, elles sont très importantes. Elles sont souvent co-construites avec les soignants. Mais je pense que les associations sont un vrai relais pour soutenir les patients. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que quand, par exemple, vous êtes en chimio, vous êtes fatigué par le traitement, vous êtes stressé par votre maladie, et c'est quand même loin d'être facile de se lever de son canapé. Et or, on sait qu'il y a des études qui vous disent que si vous bougez, en fait, vous aurez plutôt moins mal, vous vous sentirez plutôt mieux. Et en plus, ça peut faire en sorte que finalement, il y a une véritable prévention secondaire par rapport au risque de récidive. C'est un peu contre-intuitif. Mais c'est contre-intuitif. Quand on n'est vraiment pas bien, c'est pas du tout évident de se dire qu'il faut qu'on bouge. Et on a besoin d'être aidé pour ça. Il y a plein de solutions. Et puis, il y aura d'autres exemples très concrets. Voilà. Mais à notre niveau, c'est ce qu'on essaye de faire aussi entre patients et avec les associations pour soutenir les personnes concernées. Voilà, ce témoignage était extrêmement important parce que c'est vous qui nous regardez et c'est en effet des éléments qui vont permettre progressivement d'améliorer cette prise en charge globale que bon nombre de témoignages que j'ai là, je ne vais pas tout vous lire parce que ça fait réagir beaucoup, mais en fait c'est cette notion de globalisation de la prise en charge qui est quand même au centre de notre dialogue aujourd'hui. Alors, vous parliez beaucoup du numérique parce qu'en effet c'est un élément moderne, un outil. On a bien vu que pendant la Covid, c'était quand même un élément capital de lien et pour beaucoup d'actions. Et c'est aussi un lien de motivation, vous le soulignez, c'est un élément important puisqu'on crée des communautés et qu'en fin de compte, entre communautés, on peut se faire des petits challenges. Donc c'est vraiment le moment et la transition est toute trouvée pour vous, Alexandre Mignon, qui est un spécialiste du numérique. Je rappelle que vous avez été quand même un des premiers à créer, alors on va rappeler pour les médecins qui sont là, vous savez que nous on faisait des autopsies, c'est-à-dire qu'on apprenait l'anatomie sur des corps et vous aviez été le premier à faire en fin de compte de l'anatomie virtuelle, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir tout ce qu'on avait, mais de façon virtuelle. Passons plutôt à aujourd'hui, de ces souvenirs un petit peu de guerre. De quoi on dispose aujourd'hui dans les outils numériques qui peuvent nous aider à faire de la prévention, à la fois primaire avant d'être malade et secondaire une fois qu'on est malade? Alors d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, notre monde a changé et ce monde, il est dans le numérique, c'est évident. Puis il est nomade, il bouge, il est mobile. Et aujourd'hui, la santé, plutôt que parler de maladie ou de médecine, je préfère parler de santé. Vous savez qu'elle s'inscrit dans une direction qui est celle des 4 P. Elle est prédictive, car on est capable de dire si vous avez ou non des facteurs de susceptibilité à telle ou telle maladie. Elle est préventive. On a bien compris, par exemple, tout l'intérêt du sport, mais aussi de l'alimentation, de la lutte contre le tabagisme, etc. Elle est participative, c'est-à-dire que la personne est acteur de sa propre santé. Et enfin, elle est personnalisée parce que à chaque personne et à chaque patient, il y a un traitement spécifique qui doit être modulé. Et ce n'est plus ce qu'on dit en anglais « one size fits all », c'est-à-dire le même médicament pour tout le monde. C'est fini tout ça.
Alors tout ça s'inscrit dans une mutation numérique évidente, tout l'import de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, que moi je préfère appeler l'intelligence augmentée, qui va augmenter nos capacités à faire et délivrer cette médecine. Et clairement, le Covid a été non seulement une crise, mais aussi une opportunité qui a fait décoller tout ça. On a vu par exemple que les associations de patients ont pu accéder à des outils nouveaux. Nous avons développé de manière considérable la télémédecine, la possibilité de se voir, même si c'est moins riche que le face-à-face, mais c'était quelque chose de tout à fait essentiel et qui a permis de limiter un peu les dégâts collatéraux, même si ces dégâts collatéraux du Covid, pour les non-Covid, on le sait, ont été très importants. Alors je vous ai amené quelques exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui en prévention primaire. Vous savez que les objets connectés qui sont en train d'exploser, les montres, les bracelets, les saturomètres, la reconnaissance faciale, et puis tous les outils qu'on va voir arriver dans votre salle de bain demain, qui vous pèseront avec une balance connectée, qui permettront d'avoir des informations, par exemple, pour détecter que vous prenez un peu de poids et que probablement vous ne faites pas assez de sport. Eh bien, tous ces éléments sont en train d'arriver à notre disposition. Ils sont connectés, c'est-à-dire que non seulement ils peuvent vous servir à regarder ce que vous faites, beaucoup de gens, par exemple, qui marchent aujourd'hui, mesurent leurs pas, mesurent leur activité. Alors pour l'instant, c'est assez ludique, c'est très encourageant. Et puis on peut imaginer les challenges dont vous avez parlé entre patients, entre associations, parce qu'il faut donner clairement une incentive, c'est-à-dire une envie de le faire et donner du plaisir aux gens de le faire. Sinon, en forçant les gens, on n'y arrivera pas. Donc en prévention primaire, ces outils-là sont en train d'envahir le schéma, d'envahir le terrain, et ils sont extrêmement utiles et intéressants. En prévention secondaire, on voit maintenant arriver tout un tas d'outils extraordinaires pour prendre en charge le coronarien, l'asthmatique, le diabétique, l'épileptique. Je vous ai donné quelques exemples. D'abord, sur le diabète, aujourd'hui, on peut mesurer sa glycémie et la connecter directement sur son téléphone mobile. Ces données sont enregistrées et elles permettent à des algorithmes de déterminer quelle dose d'insuline vous devez utiliser, puis ensuite de surveiller la compliance, l'observance de votre traitement. Et on voit bien que le médecin va être récompensé s'il arrive à convaincre et faire adhérer mieux son patient, parce que par exemple les outils de surveillance au long terme de la prise en charge du diabète sont aussi mis à sa disposition, et on peut même imaginer que sa rétribution, on en a entendu parler tout à l'heure, la ROSP par exemple, soit attachée au fait qu'il arrive à faire adhérer mieux son patient. Je vous ai aussi montré d'autres exemples. Aujourd'hui, le coronarien, sur sa montre ou sur ses vêtements, peut pouvoir faire un électrocardiogramme ou éventuellement détecter la survenue de troubles du rythme et le faire se rapprocher de son cardiologue ou d'un centre d'urgence, parce que dans les minutes qui suivent, il peut faire des vrais problèmes, et notamment des morts subites. Et puis vous voyez qu'on mesure aussi le souffle sur les appareils mobiles. Les asthmatiques, par exemple, sont capables de détecter qu'ils ont des altérations de leur souffle. Et enfin, les épileptiques avec des bonnets qui permettent, par exemple, de détecter des crises d'épilepsie qui ne sont pas survenues à l'hôpital et qui peuvent survenir, évidemment, dans la vie de tous les jours. Et puis dans les traitements, là aussi, ça a explosé aujourd'hui, notamment avec les solutions mobiles. Le docteur numérique, c'est le docteur qui vous voit, c'est le docteur qui vous consulte parce que, par exemple, vous êtes rentré dans une cabine qu'on peut mettre dans les entreprises, qu'on peut mettre dans certains endroits où ce n'était pas habituel, et qui non seulement vous permettent d'avoir la conférence, le face-à-face numérique, mais aussi de mesurer un certain nombre de paramètres, votre pouls, de regarder, d'avoir une photo, par exemple, d'une lésion, et puis qui vont nous permettre de développer tout ce qui est le concept de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire l'idée que vous ne restez pas à l'hôpital, mais on continue à vous surveiller comme si vous étiez à l'hôpital. Donc grâce à des applications mobiles, on a préparé l'intervention chirurgicale en amont, on vous a surveillé pendant la période opératoire et on continue à le faire en post-opératoire pour voir si vous êtes bien, si vous ne souffrez pas, si vous n'avez pas de nausées, de vomissements en post-opératoire, etc. Et donc, vous voyez que tous ces outils, finalement, nous inscrivent dans cette mutation de la société numérique et de la santé 4P, que tout ça a accéléré de manière colossale au cours du Covid, notamment la télésanté, la télémédecine, que les objets connectés qui arrivent aujourd'hui, et notamment avec les outils un peu décriés de la 5G, mais qui permettent de connecter beaucoup plus vite des sommes colossales de données, et les promesses de l'intelligence artificielle ou intelligence augmentée et des big data sont là devant nous et nous permettent d'envisager de beaux jours dans le futur. Merci Alexandre Mignon pour cette revue rapide mais efficace, parce que là, vous avez vu, les objets existent, tout ça existe. Alors bien sûr, ça provoque immédiatement des réactions, ce qui sont assez logiques. Il y en a plusieurs qui répondent, dont Julien qui dit « Des enquêtes montrent que les Français ont parfois des réserves sur les data santé, parce qu'ils ne savent pas vraiment où elles vont atterrir. Alors vous ne pensez pas que ces objets connectés sont dangereux ?»
Alors je ne le pense pas. Je pense qu'effectivement, il faut une gouvernance des données de santé. Comme vous le savez, le gouvernement a mis en place des solutions, le Health Data Hub. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de la sécurité et de la privacy en anglais, donc du caractère tout à fait personnel des données et savoir qui y a accès ou qui n'y a pas accès, évidemment. Mais clairement, l'arrivée des dossiers informatisés uniques qui permettent de mieux vous suivre, de mieux vérifier qu'on vous donne les bons traitements, qu'on vous prescrit les bonnes solutions, vont s'imposer. Car clairement, elles permettent de mieux vous prendre en charge dans la dynamique prévention, dans la dynamique thérapeutique et aussi dans la dynamique médico-économique, car le meilleur soin au moindre coût, c'est-à-dire efficient. Nous repartons à Strasbourg avec Alexandre Fels. On pose la question, est-ce qu'en fin de compte, dans votre pratique de médecine générale ou dans votre pratique de l'application du sport santé, est-ce que les objets numériques ont pris une place particulière ? Alors, pour moi, les objets numériques sont un outil et il est fondamental dans la relation d'ailleurs du médecin généraliste, mais aussi des éducateurs sportifs, que les premiers entretiens soient des entretiens présentiels. Alors, c'est vrai que le Covid a fait changer cela. La présidente de l'association qui s'est exprimée tout à l'heure a dit que ça a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait aussi du sport santé via des visios. On utilise bien sûr les outils connectés. Dans le cadre de la maison du sport santé, il y aura plein d'études qui vont être faites. Mais comme ça a été dit par mon confrère, c'est une mesure d'accompagnement. Je ne crois pas aujourd'hui à quelque chose qui soit au tout numérique, notamment bien sûr tout ce qui est entretien motivationnel, tout ce qui est accompagnement vers l'activité physique, qu'il soit fait par le médecin généraliste ou qu'il soit fait par l'éducateur sportif, est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, on en souffre actuellement. Hein. Nous sommes des êtres de relation, des êtres de lien social, et la relation thérapeutique, la relation médicale, qu'elle soit d'ailleurs du côté de la santé ou des éducateurs sportifs, est quelque chose de très important. Donc bien sûr, utiliser les outils connectés pour l'évaluation, c'est très important. Bien sûr, pour surveiller des grands cardiaques et pouvoir réagir très vite, mais être attentif à ce lien humain qui est la base de notre médecine, mais aussi clairement du sport santé. On revient vers vous dans quelques instants pour une autre question, mais avant, je vais demander à Alexandre Mignon la question suivante. Qu'est-ce que la crise du Covid a montré dans nos connaissances de l'état de santé des populations ? Est-ce qu'il y a des études qui vont permettre de mieux appréhender l'état de santé des populations ? Alors, il y a énormément de travaux qui ont été générés par la crise Covid. Il y a eu les travaux à court terme et puis il y a des travaux de long terme pour voir un petit peu les conséquences de Covid. Ce qu'on sait, c'est d'abord qu'il y a quand même quelques personnes qui vont faire des formes chroniques de cette maladie avec des séquelles. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des conséquences psychologiques et même psychiatriques importantes. Nous redoutons aujourd'hui un excès de burn-out, vous le savez, mais aussi de suicide. Ce d'autant que la prise en charge a été réduite du fait que nous avions à nous adapter à l'arrivée massive de patients et qu'un certain nombre de programmes ont été mis de côté. Alors, je rebondis juste sur l'intervention de mon collègue de Strasbourg. Moi, je vous ai surtout parlé de la médecine préventive. Alors, je n'exclus pas qu'il faille du présentiel et du contact entre le patient et le médecin. C'est évident, et notamment dans les premiers entretiens pour l'explication, pour les éléments importants à transmettre en face à face. Mais ensuite, et notamment pour la médecine préventive, on ne va pas voir un médecin quand on est en bonne santé. Donc l'objet connecté, c'est à l'inverse des Chinois. Voilà, tout à fait. C'est un objet, c'est pas une solution en soi, mais c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser et mettre à la disposition de l'ensemble de la population pour l'accompagner dans des mesures préventives. Réaction d'Alexandre Fels. Donc le premier élément, bien sûr, je suis d'accord globalement, mais une de mes collègues d'ailleurs en ligne l'a dit, je pense que la médecine préventive est devant nous et j'espère bien qu'un jour on y voit son médecin ou son infirmière d'ailleurs de santé publique, les infirmières azalées d'éducation thérapeutique
lorsqu'on sera en bonne santé et qu'on voudra des conseils. Tout à l'heure, vous m'avez dit, Monsieur Ducornet, de dire on pourra faire de la prescription du sport santé en prévention primaire. Moi, je pense, et Tony Estanguet l'a dit aussi, qu'on ne peut pas séparer prévention primaire et prévention secondaire, prévention universelle et prévention pour les malades. Et clairement, les soignants, mais dans leur globalité, notamment les soignants de santé primaire, médecins, pharmaciens, infirmiers, et c'est déjà le cas aujourd'hui, doivent s'engager plus avant, avec bien sûr les politiques et les collectivités, pour la prévention primaire. Voilà, pour moi, les deux sont très très liés, et les outils que vous avez proposés sont tout à fait intéressants, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire, en sachant que voilà, je revendique cela en tant que médecin, mais aussi en tant qu'élu. Je suis aussi pour le développement du numérique dans le territoire de santé de demain. On a énormément d'innovations numériques, mais je pense que la base de la relation en prévention primaire et en prévention secondaire est la relation humaine en présentiel, voilà, comme on parle aujourd'hui. Voilà, Alexandre Fred, vous restez avec nous. Un petit mot de Jean-Michel Le Serre et ensuite Alain Toledano. Oui, très brièvement, pour dire que c'est une très bonne conception de la médecine que de faire de la prévention, c'est-à-dire empêcher que les choses arrivent. Il faut que la population soit informée de la possibilité de consulter son médecin quand tout va bien, c'est déjà une première chose, et ce n'est pas tout à fait un geste naturel. Il faut aussi former les médecins à avoir cette approche-là, parce que ce n'est pas vraiment dans leur gène, c'est pas dans leur ADN, comme on dit aujourd'hui, que d'être interrogés. Ils ont l'impression peut-être qu'ils ne font pas leur travail. Il faut aussi envisager une rémunération de ces actes qui n'est pas encore prise en compte. En tout cas, moi, je souscris aux deux points de vue qui ont été indiqués il y a un instant, le professeur Mignon et puis le docteur Fels, qui nous disent à la fois l'importance des outils, mais aussi l'importance de la relation. Et on a été tellement privé de relations. Et je dirais, un des bénéfices de la Covid, s'il y en a un, malheureusement, il y en a, enfin, s'il y en a un, c'est peut-être de ressentir encore plus que nous avons besoin de relations. Et moi, je mettrais... il y a une chose qui me perturbe, moi, c'est que les Français maintenant mettent la santé au premier plan. Et bien moi, je dis que ce n'est pas la santé qui est au premier plan, c'est la relation qui est plus importante que la santé, car on peut être en bonne santé et mort de relation. Et ça, c'est vraiment très, très important de le dire. Si on est en santé, mais qu'on est isolé, ça ne sert à rien. Donc la relation est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Alain Toledano, vous êtes également dans le pratique absolu. Vous êtes un cancérologue parisien bien connu. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire l'Institut Raphaël ? Alors, merci d'abord pour votre invitation. L'Institut Raphaël, finalement, c'est les valeurs partagées que nous partageons tous aujourd'hui. Raphaël comme l'ange de la guérison. L'idée, c'est de raconter en quelques mots cette aventure. Donc, c'est un collectif de cancérologues qui a, comme toute la France, fait le constat que notre système de santé en France est bien fait. On a de la chance. On a des soins qui sont remboursés. On a plus de 3000 hôpitaux. Il y a plus de 11% du PIB, c'est 250 milliards d'euros qui sont affectés à la santé. On a 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes formées, très bien formées et dévouées, on l'a remarqué. Mais malgré tout cela, ce système ne répond pas aux attentes des patients. Il nourrit le mécontentement des soignants comme des usagers. Il est marqué par des rigidités d'organisation. Il est confronté à des tensions financières. Et donc, quand bien même on va avoir à prendre ce virage numérique, à mieux former, à donner du temps qualitatif, la proposition, c'est une proposition, comme vous l'avez dit, de transformation. Finalement, passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors, la cancérologie, c'est un modèle. Il y en a d'autres. Ça peut symboliser aussi la fragilité. Vous savez qu'il y a 450 000 nouveaux cas de cancer par an en France et encore, malheureusement, 150 000 décès. Mais on a 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Et pour toutes ces personnes et leurs familles, parce que quand quelqu'un est malade, c'est toute sa famille qui est malade, il manque une coordination de prise en charge. Il n'y a pas d'écosystème structuré pour cette prise en charge globale dont tout le monde parle aujourd'hui. Et il y a un défaut d'information. Et bien que les organisations soient en silo, on le sait tous, on a relégué le patient, il est obligé de se construire lui-même son parcours en fonction de ses connaissances, en fonction de ses ressources financières. Et on sait que c'est pour cela que 70% des patients recourent à des médecines complémentaires, que malheureusement, certains appellent encore des médecines alternatives, alors qu'elles devraient s'intégrer dans un parcours comme étant de la médecine intégrative. Et des études ont montré que les médecins coupent la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne. Chacun pensera ce qu'il veut.
Alors, on a décidé de construire un bâtiment qui est à la porte de Champéret, à Levallois, qui s'appelle l'Institut Raphaël, où vont cohabiter des acteurs de soins médicaux et paramédicaux, des sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs, danse-thérapeutes, art-thérapeutes. Il y a 30 disciplines, 80 soignants qui cohabitent main dans la main. On va offrir les soins aux patients. Ce sont des soins gratuits et qui sont évalués. On va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi parce que, Laure le sait très bien, une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et donc la santé sociale dont vous parlez fait partie intégrante de la santé. Alors quelques photos d'ambiance. Vous savez que les patients nous disent aujourd'hui, autrefois, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez un cancer, mais qu'est-ce que j'ai fait donc ? Parce que la maladie était vécue comme une punition divine. Ensuite, les qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'est-ce que j'ai mal mangé, dans la conception laïque. C'est-à-dire j'ai fait quelque chose de mal, et donc il nous pose la question, est-ce que je dois manger sans sucre, bio, du régime cétogène ? Est-ce que je dois jeûner ? Est-ce que je dois être végane ? C'est la façon dont on peut intervenir sur sa santé. Donc on a des ateliers de cuisine, individuels ou collectifs. Le goût des aliments, c'est le goût de la vie, c'est le goût des autres. Et on a 300 patients par mois qui vont intégrer ces ateliers. Donc la nutrition santé, le sport santé. On a un programme éducationnel avec les îles de loisirs de la région Île-de-France. On a 20 sports en 5 mois avec des patients, des soignants, des aidants. Et je remercie tous les champions qui s'y sont associés. Et d'autres programmes où vous voyez qu'on a monté le Mont Rose, le Mont Blanc, avec des patients et tous les soignants. Et c'était très, très riche sur le plan émotionnel. Alors à l'Institut Raphaël, on évalue les soins. Donc bien sûr, pourquoi évaluer ? Parce qu'il faut qu'on démontre qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. On a consacré en science l'évaluation quantitative, c'est-à-dire qu'on connaît un phénomène et on veut savoir, estimer combien. Mais quand on veut dire pourquoi et comment, c'est de l'évaluation qualitative. Et donc on a remarqué qu'en accompagnant, on a pris en charge 1700 nouveaux patients en 2 ans, à qui on a offert 17 000 soins évalués. Eh bien, on va diminuer l'irritabilité, les troubles du transit, la fatigue, les troubles du sommeil. Et vous voyez que, par exemple, quelques chiffres éloquents, quand on accompagne pendant 3 mois 300 patients, on va avoir plus de 56% de réduction de la dépression, sans médicaments. Plus de 35% de diminution du sentiment d'isolement. Quand on fait des disciplines comme l'art-thérapie, on va avoir dans 80% des cas un regain d'énergie, un regain de l'élan vital, des perspectives. D'autres disciplines comme la danse-thérapie, où vous diminuez de 90% les douleurs, et ce sans médicaments. Et donc tout le concept, c'est cette thérapie non médicamenteuse, cette approche globale, de l'évaluer pour démontrer ses bienfaits. Alors la prévention, tout le monde en a parlé, mais c'est ce qui nous réunit, les cardiologues, les cancérologues, les post-covidologues, puisqu'aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables, alors que vous le disiez ce matin, on a moins de 3% affectés au budget de la prévention, et on a tous les mêmes facteurs de risque, l'alcool, le tabac, le fait de ne pas faire de sport, l'obésité, le stress, les toxiques. Et pour conclure, je dirais qu'il faut avoir une vision politique de santé globale, et je vous remercie donc d'avoir organisé ce colloque, parce qu'en 1994, on avait 3 700 000 personnes qui avaient des affections longue durée. Et en 2018, 11 millions d'ALD. Et on sait qu'on a dans les entreprises qui se sont saisies du problème, 11 millions effectivement d'aidants en France, mais 4 millions dans les entreprises. Donc on ne pourra pas faire du tout curatif. Donc il va falloir qu'on intègre les environnements, la santé environnementale, la qualité des milieux, la nature, la culture, pour arriver à transformer la culture en santé globale et à non plus parler de la médecine, mais parler de la santé pas comme l'absence de maladie, mais comme une santé qui intègre les dimensions de la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle. Et donc ce plaidoyer, on pourrait le faire tous ensemble finalement, puisque je vois que nous partageons les mêmes valeurs. Absolument, et puis sur nous, réunir nos forces pour arriver à passer cela dans le concret, parce que, en fin de compte, Laure, quand vous entendez ce qu'a fait l'Institut Raphaël et d'autres endroits, bien sûr, cultivent également cette discipline de la médecine globale, c'est vivre bien avec sa maladie. C'est donc en fait votre objectif, et donc vos associations, je dirais vos associations parce qu'il y en a bien sûr plusieurs, ne cherchent que des points de chute de ce type, ou des modèles de ce type.
En fait, c'est vrai que la proposition de l'Institut Raphaël, elle met en lumière justement tous ces parcours qui accompagnent les traitements, qui accompagnent la personne pour mieux traverser ces traitements, mais aussi mieux s'en remettre et repartir dans la vie avec, je dirais, de l'énergie de reprendre des forces et la possibilité d'avoir de nouveaux caps, parce qu'on est souvent quand même transformé par l'expérience de la maladie. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir que toutes ces propositions, elles permettent aussi de baisser, je dirais, le côté ordonnance de médicaments. Parce qu'en fait, c'est pas et il y a d'ailleurs beaucoup de problématiques à rajouter. Je rajoute des médicaments pour lutter contre les effets secondaires de mes traitements. Puis après, je vais rajouter des compléments parce que je me dis, bah tiens, ça sera peut-être mieux pour les vitamines et je sais pas quoi. Et puis, etc., etc. Et avec tout ça, on fait parfois des mélanges qui sont tout à fait dommageables, je dirais, pour la santé des personnes. Donc là, on voit bien qu'on a des activités qui permettent de travailler sur des champs qui sont complexes, hein, l'humeur, la dépression, l'élan, le fait de pouvoir refaire des projets, reprendre confiance dans l'avenir, ou quand on vit avec un cancer, j'allais dire métastatique, c'est aussi se dire, bah, tiens, reprendre confiance dans le temps qui m'est donné et comment je vais pouvoir l'habiter et faire des choses, et puis maintenir la meilleure qualité de vie possible. Donc c'est effectivement extrêmement important. La difficulté, c'est de trouver la possibilité d'accéder à ces propositions aujourd'hui. Soit, en fait, elles peuvent être proposées dans les centres de soins, soit dans des centres comme l'Institut Raphaël qui propose ce type de parcours. Mais sinon, c'est aussi ce que vous soulignez, ça dépend beaucoup des personnes. C'est-à-dire que les gens sont actuellement dans une démarche où le patient doit être acteur de sa santé, mais c'est-à-dire qu'il est quand même aussi un peu tout seul avec tout ça à mettre en place. Et l'idée d'accompagner la coordination, enfin, de s'intéresser à qui me donne ces infos, qui m'aide à découvrir où est-ce que je peux trouver ces propositions. Actuellement, il y a bien sûr le frein des confinements et des mesures sanitaires pour accéder à ce type de propositions. Donc, il faut qu'on aide, je dirais, à la mise en place de tout ça. Et puis derrière, c'est aussi la réflexion du financement. Parce que le problème, c'est que ça coûte très cher quand vous devez vous-même financer ce type de soins. Et il n'y a pas encore de prise en charge globale de ces parcours. Alors, il y a des articles 51, enfin, il y a des propositions, il y a toute une idée d'évaluer pour, j'imagine, pouvoir financer derrière, mais on n'a pas fini. D'où le rôle des associations, bien sûr, qui a un rôle important à jouer. Justement, Alain Toledano, la partie financement, la partie, soyons très directs, parce que la table ronde qui va suivre, justement, ça va être est-ce que la prévention, ça fait faire des économies ? En d'autres termes, comment vous arrivez à financer tout cela ? Parce que, hormis en effet des articles 51, c'est-à-dire des projets qui sont validés par l'Agence nationale de santé, des choses un petit peu compliquées, mais qui permettent en effet de faire des expérimentations, comment au quotidien vous arrivez à financer tout cela ? Alors c'est compliqué, hein, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y va pas. D'avoir un financement social et solidaire, ça demande d'apprendre ce métier-là, d'avoir des fonds privés, du mécénat, de faire appel à la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, de travailler sur des programmes de recherche avec des industriels, de solliciter sa région, son département, ses collectivités locales. Mais j'ai envie de dire qu'il va falloir quand même qu'on déculpabilise. Et on a avec Alain une grande thématique qu'on porte en commun. C'est qu'en France, aujourd'hui, on prescrit un médicament en consultation à 93% des patients contre 40% aux Pays-Bas. Donc la qualité, on pourrait la financer. On en a plein d'exemples. Il faut considérer aujourd'hui que l'approche globale, ça va faire des économies au système. Que le numérique va nous faire des économies au système. Et donc si on arrivait de façon doctrinaire à réinjecter dans la qualité, alors on aurait moins ce problème de financement. Voilà, on traitera les individus et pas la maladie. Alexandre Faltz, on revient vers vous. J'ai vu que vous réagissiez positivement à ce que disait Alain Toledano. Je vais vous laisser réagir. Mais j'en profite pour vous poser la question ou avoir votre sentiment sur ce que dit le docteur Sarah Longer. J'ai mis en place des consultations de médecine préventive personnalisées pour optimiser sa santé et cela fonctionne très bien. À mon sens, il faut juste lancer la machine. Les patients comprennent très bien l'enjeu de cette consultation et se passent le mot. Donc oui, c'est sûrement très bien, mais comment on organise ça, comment on finance ça ? Parce que c'est un peu le même problème que Alain Toledano et vous-même à Strasbourg. Oui, voilà. Donc moi je pense que là on est au cœur du sujet. Hein. C'est bien sûr tout à fait intéressant ce qui est développé dans cet institut. Et le Dr Toledano a bien sûr une vision que je partage. Mais ce que je me disais, c'est qu'il faudrait faire bénéficier l'ensemble des malades chroniques, bien sûr l'ensemble des cancéreux, mais l'ensemble des malades chroniques de ces avancées énormes qui sont là proposées. Il y a des modèles, les maisons de santé
les maisons du sport santé aussi, hein, qui vont exister, pourraient être ces supports-là, mais il faut qu'on puisse dégager alors, des moyens privés, mais surtout des moyens publics pour pouvoir engager ces métiers qui sont des métiers de santé, mais pas du soin. C'est-à-dire que les personnes qui font du tai chi, du qigong, de la danse, ils concourent bien sûr à l'activité de santé, mais ils ne sont pas rémunérés en tant que tels. Et donc c'est bien ce financement global de la santé qui est là posé. Il existe ces structures, hein, j'ai dit les maisons de santé pluridisciplinaires ou les maisons ou du sport santé, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de budget ni d'investissement ni de fonctionnement autour de ces questions. Comme je vous le disais, hein, il y a différentes études en cours et c'est votre table ronde à venir, hein, qui montrent que clairement d'investir 1 euro dans la prévention, c'est gagner plusieurs dizaines d'euros dans le soin. Donc il faut que cette bascule qu'on attend depuis longtemps, hein, quels que soient les gouvernements, d'investir dans ce qu'on appelle les soins de support, dans le sport santé, dans la prévention, dans les alternatives aux médicaments, soit mis en œuvre. J'espère qu'on va concourir. On sera là une petite brique à cette évolution qui est vraiment complètement nécessaire. Comme l'a dit mon collègue, on ne peut pas continuer. Le système ne peut pas continuer à avoir 11 millions, demain 12 millions de personnes en ALD et surtout 20 millions de personnes en maladie chronique lorsqu'on rajoute l'hypertension qui n'est plus malheureusement une ALD et l'obésité. Alors, une question pour Alexandre Mignon, puis ensuite pour Alain Toledano. Vous parlez des éléments numériques qui peuvent en effet aider à la prévention. Est-ce que vous considérez que ça peut participer également à la motivation et au prolongement de l'efficacité de la médecine des modes de vie? Écoutez, oui, on voit bien que d'abord sur le côté d'accompagnement général et intégré par le médecin, ça nous permet d'avoir un suivi un peu plus précis de l'observance des recommandations, de l'activité physique. On peut aussi même imaginer qu'on vous surveille le poids, on surveille ce que vous mangez. Et puis sur la partie individu, on voit bien qu'en mettant en place des concours, des éléments d'incitation à pratiquer et éventuellement partager avec les outils numériques, c'est utile. Alors vous savez qu'il y a plein d'applications mobiles maintenant qui permettent de se connecter les uns aux autres et de s'échanger nos pratiques, de communiquer sur les bienfaits de ces choses-là. Donc je crois que tous ces outils-là vont aller dans la bonne direction, plus de prévention et plus de prise en charge globale et intégrée des patients. Alors bien évidemment, ça fait réagir les médecins, un certain nombre de médecins qui disent « mais pourquoi vous voulez remplacer le médecin par des objets connectés? C'est notre rôle, il faudrait juste nous donner un peu plus de temps pour justement cette relation humaine. » Donc on a toujours cette problématique. On ne souhaite pas remplacer les médecins, on souhaite les aider. Docteur Anne-Laure Grill. On souhaite les aider avec des outils qui leur permettent d'avoir un suivi plus fin, plus continu de leurs patients. Et typiquement, par exemple, pour le diabétique, la possibilité d'avoir ces données en continu sont extrêmement utiles pour vérifier de l'observance, pour vérifier de l'adaptation du traitement. Donc ce n'est pas remplacer le médecin, c'est l'augmenter. Daniel Tanès, une petite question avant la dernière question pour Alain Toledano. Les consultations à l'Institut Raphaël sont-elles réservées aux patients sous traitement post- ou anti-cancer ou pour d'autres patients? Non, nous acceptons Alors on considère que l'après-cancer commence le jour du diagnostic et on prend des patients qui viennent de partout. Alors on a des contraintes capacitaires naturellement, mais comme le disait notre collègue, il faudrait que toute la fragilité soit traitée de cette manière en santé globale. Alors on a effectivement une prépondérance cancérologique parce que c'est notre discipline de base, mais l'idée de la santé globale portée par la société me semble être finalement le bon développement à faire. On oublie souvent que la médecine des modes de vie n'est pas seulement la prévention, mais aussi le traitement et parfois la réversibilité ou la prévention des complications des maladies chroniques liées au mode de vie. Oui. Alors finalement, il peut nous arriver plein de coups durs dans la vie. Hein. Cette vulnérabilité, il faut qu'on la pense et qu'on l'accepte à l'échelle sociétale et humaine d'ailleurs. Mais toute la thématique, c'est la résilience. Comme le disait Cyrulnik, la capacité à rebondir, qui est médiée par le sens qu'on va donner aux choses, qui est médiée par les affects et par l'interaction avec l'environnement. Alors si on peut mieux interagir avec des outils qui vont nous permettre de collecter les données, nous faire gagner du temps pour réhumaniser la médecine, moi je suis tout à fait pour. Et donc s'engager dans la santé numérique avec un programme de réhumanisation de la médecine, ça me semble être les piliers de la transformation.
Le mot de la fin pour cette table ronde avec Jean-Michel Le Serre. Oui, merci beaucoup. Je suis très impressionné par le travail d'Alain Toledano et le centre Raphaël, l'Institut Raphaël. C'est vraiment exceptionnel. Il faudrait qu'il y ait ça dans tous les centres anti-cancer et que les centres anti-cancer deviennent des centres de santé en quelque sorte, comme vous le dites. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans votre propos, c'est quand vous avez prononcé le goût de vivre, le goût pour la vie. Je crois que c'est ça qui est important, parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on est enterré. Et il faut vraiment donner envie de vivre aux gens jusqu'au bout, une vie qui sera pleine. Même quand on est malade, on peut avoir une vie qui est pleine. Et ça, c'est vraiment un beau message à faire passer. Merci. Madame, merci. Messieurs, merci. Merci Alexandre Feltz. On vous libère. Merci d'avoir libéré du temps. Vous restez avec nous parce que, en fin de compte, tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, vous adhérez, vous partagez, vous avez envie de le faire, vous avez vu qu'il y a des solutions. Mais le problème qui était récurrent derrière tout ça, c'était le financement. Mais qui va payer? Car tout cela, pour l'instant, si c'est du care, c'est pas du cure. La réponse dans quelques instants.